j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Donald Trump ordonne la reprise des essais nucléaires aux États-Unis 33 ans après leur arrêt. Notre pays détient cette arme hors du commun qu'est l'arme nucléaire. Les États-Unis sont à la portée de nos tirs nucléaires. Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les Américains doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage, mais la réalité. Aujourd'hui, cette déclaration devient de plus en plus récurrente. Les menaces, les démonstrations de force et la modernisation des arsenaux nucléaires rappellent régulièrement au monde que le danger n'a jamais totalement disparu. À chaque nouvelle crise internationale, une même question refait surface. Et si, un jour, une arme nucléaire était de nouveau utilisée? Quelles seraient les conséquences pour l'humanité? Comment en sommes-nous arrivés à posséder une arme capable de détruire des villes entières en quelques secondes? Pour répondre à ces questions, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, bien avant les tensions géopolitiques actuelles, bien avant les doctrines de dissuasion nucléaire. Décembre 1938, deux chimistes allemands réalisent la première démonstration expérimentale de la fission nucléaire en bombardant de l'uranium avec des neutrons. Cette découverte marque le début d'une nouvelle ère scientifique, mais aussi d'une course à l'arme la plus destructrice jamais imaginée. À cette époque, l'Allemagne nazie, dirigée par Adolf Hitler, poursuit son expansion en Europe. Après l'annexion de la Tchécoslovaquie, le régime prend le contrôle de ces importantes mines d'uranium. De nombreux scientifiques à travers le monde prennent alors conscience du danger. Si l'Allemagne parvenait à transformer cette découverte en arme, les conséquences pourraient être catastrophiques. Le 2 août 1939, un mois avant le déclenchement officiel de la Seconde Guerre mondiale, Albert Einstein signe une lettre rédigée par Léo Szilard, adressée au président Franklin D. Roosevelt. Le document l'avertit qu'il est désormais possible à l'Allemagne de fabriquer un nouveau type de bombe, d'une puissance sans précédent, grâce à la fission de l'uranium. Face à la menace d'une bombe atomique nazie, Roosevelt décide d'agir. 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. En quelques heures, le monde bascule dans la guerre. Très vite, deux camps se forment. D'un côté, les puissances de l'Axe, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, l'Empire du Japon. De l'autre, les Alliés, le Royaume-Uni, la France, rejoint plus tard par l'Union soviétique et les États-Unis. Mais au début du conflit, les Américains restent en retrait. Officiellement neutres, ils observent la guerre se dérouler depuis l'autre côté de l'Atlantique. Pourtant, ils arment déjà les Alliés. Chars, avions, munitions affluent vers l'Europe grâce au programme de pré-bail. Washington choisit son camp sans y entrer. Le 12 octobre 1939, le gouvernement américain crée un comité consultatif sur l'uranium et débloque les premiers financements destinés à étudier la faisabilité d'un tel projet. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, le Japon poursuit sa propre guerre d'expansion en Asie et dans le Pacifique. Et une inquiétude grandit chez ses dirigeants. Et si les États-Unis décidaient un jour de s'interposer? 7 décembre 1941, la réponse tombe. Sans déclaration préalable, l'aviation japonaise frappe la base navale américaine de Pearl Harbor. En moins de 2 heures, une grande partie de la flotte du Pacifique est anéantie. Le choc est immense. Dès le lendemain, les États-Unis déclarent la guerre au Japon. Quelques jours plus tard, l'Allemagne et l'Italie déclarent à leur tour la guerre aux États-Unis. Ce qui était un conflit européen devient une guerre mondiale. La guerre passe alors à l'échelle internationale. En août 1942, les États-Unis lancent officiellement le projet Manhattan. Le cœur du projet est installé au laboratoire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Son développement est réparti sur plusieurs sites à travers les États-Unis. Des milliers de scientifiques, ingénieurs et techniciens y participent sous la direction scientifique de Robert Oppenheimer et la supervision militaire du général Leslie Groves. Les années suivantes sont celles du basculement. L'As recule sur tous les fronts. L'Italie capitule en 1943, puis le 8 mai 1945, après la chute de Berlin et la mort d'Hitler, l'Allemagne nazie s'effondre à son tour. En Europe, la guerre est terminée. Mais dans le Pacifique, elle continue. Et le Japon, malgré une flotte détruite, des villes rasées par les bombardements, refuse toujours de déposer les armes. Pour l'état-major américain, une chose est claire, envahir le territoire japonais coûterait la mort de centaines de soldats américains, peut-être bien plus.
C'est dans ce contexte, à peine 3 mois après la capitulation allemande, que le président Harry Truman, successeur de Roosevelt, prend une décision qui va changer le cours de l'histoire. Le 6 août 1945, le bombardier américain Enola Gay décolle de l'île de Tinian en direction du Japon. À son bord se trouve le colonel Paul Tibbets, ainsi qu'une arme qui marquera l'histoire à jamais, la bombe atomique Little Boy. À 8h15, la bombe est larguée sur Hiroshima, une ville jusqu'alors relativement épargnée par les bombardements. Après le largage, Paul Tibbets ordonne une manœuvre d'évitement afin de s'éloigner au plus vite de l'explosion. Quelques secondes plus tard, un éclair aveuglant embrasse le ciel. Une immense boule de feu engloutit la ville. Hiroshima est presque entièrement détruite. Des dizaines de milliers de personnes meurent instantanément. À la fin de l'année 1945, le nombre total de victimes est estimé à environ 140 000 morts, en comptant celles décédées des suites de leurs blessures et des radiations. Les survivants, appelés Hibakusha, souffrent pendant des années de brûlures graves, de cancer, de leucémie, de malformations congénitales chez leurs descendants et d'autres maladies liées aux radiations. Les conséquences de cette attaque continueront de marquer des générations entières. Malgré l'ampleur de la catastrophe, le Japon ne capitule pas immédiatement. Le pays est sous le choc, mais une partie de ses dirigeants souhaite encore poursuivre la guerre. Le 8 août 1945, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon et lance une offensive en Mandchourie. Puis le 9 août 1945, les États-Unis larguent une seconde bombe atomique, Fat Man, sur la ville de Nagasaki, causant des milliers de morts. Depuis les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, le monde a pris conscience de la puissance terrifiante de l'atome. Cette prise de conscience a déclenché une course effrénée à l'armement. Les grandes puissances ont investi des milliards pour maîtriser cette technologie. Au fil du temps, des recherches secrètes et des avancées technologiques, la bombe atomique a radicalement évolué. Alors que les premières bombes utilisaient l'éclatement d'atomes lourds comme l'uranium, la bombe H ou bombe thermonucléaire repose sur la fusion d'isotopes d'hydrogène. C'est le même phénomène qui fait briller le soleil. Et le résultat est terrifiant. Une bombe thermonucléaire moderne n'est pas simplement plus puissante. Elle est des milliers de fois plus destructrice que les bombes larguées en 1945. Si une seule bombe H était utilisée aujourd'hui, on ne parlerait pas seulement de raser un quartier, ni même une ville. C'est une région, voire un pays entier qui pourrait être rayé de la carte en quelques instants, englouti par le feu et les radiations. Mais le pire reste encore à imaginer. Si une troisième guerre mondiale venait à éclater et que les puissances nucléaires décidaient d'activer leurs arsenaux, l'humanité ferait face à son propre jugement dernier. Les explosions simultanées projetteraient des milliers de tonnes de suie et de poussière dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil pendant des années. Ce phénomène appelé hiver nucléaire provoquerait un effondrement global de l'agriculture et une chute brutale des températures à l'échelle de la planète. Il serait très difficile pour l'humanité de survivre dans ces conditions. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser vos suggestions dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.